Génération technologique spéciale iPad 2. Bonjour, bonsoir à tous. Salut Pierrick. Salut Benjamin. Alors il a été montré, il a été dévoilé à San Francisco il y a quelques heures seulement, cet iPad 2. C'est notre sujet unique du jour dans Génération technologique avec deux invités aujourd'hui. Alors on vous les présente tout de suite, même si vous les connaissez sans doute. Lionel, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur de macbidouille.com qui est l'un des gros sites Mac francophones depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans. 10 ans. Et si tu le dis, ça doit être vrai. Voilà, c'est pas ton métier principal, mais c'est ta passion. Et donc tu étais évidemment derrière tes machines pour suivre cette conférence qui avait lieu à San Francisco. Pierrick, notre deuxième invité, c'est un représentant d'un deuxième site consacré à l'univers Apple. C'est macplus.net. Bonjour. 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 Alors, Yannick. Yann. Ah, Yann, allez, on va t'appeler Yann. C'est le coin des Bretons ici. Voilà, et nous on va être le coin des Parisiens en face. Alors, l'iPad 2, donc deuxième génération de la tablette tactile d'Apple. Depuis des mois, il y avait des rumeurs autour de ce produit qui est donc enfin présenté, qui arrive dans quelques jours. Première question, alors on va rester très vague, mais votre première impression sur ce que vous venez de découvrir, l'iPad 2, Yann. Moi c'est le côté, ça y est, on a des logiciels pour créer maintenant avec iMovie, GarageBand. C'est vraiment ça, on passe de la consultation à la création. Ah non, c'est pas l'objet c'est pas tellement l'objet. L'objet, il évolue un peu, mais c'est pas non plus une révolution. C'est plus la partie usage, moi, qui me marque. Lionel, première impression, ça, première approche? Rien de surprenant, on est exactement rentré dans la logique qu'Apple nous a fait. Ils sortent un produit, ils le font évoluer progressivement de manière à ce qu'il soit toujours un peu plus puissant, un peu plus fin. Et là, manque de bol, pas plus d'autonomie, mais ça sera pour le prochain coup. Moi, ça m'a fait penser à un sketch de Coluche. Il lave plus blanc que blanc. Voilà, ouais, enfin l'iPad blanc. Benjamin, je sais que tu l'attendais, toi, la couleur virginale. Oh, pas vraiment. Non, voilà, non. On a un iPad blanc et c'est vrai qu'il a de l'allure. Voilà, c'est vrai qu'il y a. Bon, c'est un détail esthétique, on va dire. L'iPhone blanc, on l'attend toujours. L'iPad blanc, il arrive avec la deuxième génération. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous trempez dans l'actualité Apple, mais je sens d'enthousiasme ni chez l'un ni chez l'autre. Est-ce que vous êtes des enfants gâtés ou est-ce que vous pensez que le grand public va réagir comme vous, Yann? Je sais pas, moi j'étais pas non plus super emballé quand l'iPad est arrivé et finalement je me suis dit c'est pas mal, mais je pense que ça va bien marcher parce que bon, c'est une évolution, mais il est quand même plus fin, beaucoup plus puissant. Donc je pense que les gens vont accrocher. Il y a le FaceTime aussi qui arrive, la caméra. La visioconférence, donc. Voilà. Tout ça, je pense que ce sont des choses qui vont le faire bien vendre. Après, moi, j'aurais par exemple aimé un écran avec une forte résolution type Retina comme on a sur l'iPhone. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur l'iPhone 4 et moi, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu sur l'iPad. Il n'y est pas, bon, tant pis. Mais... Alors, bon, je pensais qu'on en parlerait plus tard de cet écran, qui est l'une des caractéristiques qu'on attendait de découvrir. Lionel, le fait qu'on reste sur le même écran finalement qu'avec l'iPad 1, c'est une déception. Ça montre que finalement, l'iPad 2 n'est pas une révolution, et juste une évolution. L'iPad 2 n'est pas une révolution, c'est très clair. Et Apple ne peut pas se permettre de tout révolutionner une fois par an. Ils ont des problèmes très simples, c'est que maintenant, ils ont lancé les développeurs sur des logiciels qui utilisent la résolution de l'iPad. S'ils changent la résolution de l'iPad tout de suite, ces développeurs vont devoir refaire des logiciels, recommencer tout. Et les développeurs adorent les produits Apple, mais tout recommencer une fois par an, ça ne les amuse pas forcément. On a eu la même chose avec l'iPhone. L'évolution de l'écran n'est venue qu'à la 4e génération. Je pense qu'avec l'iPad, ce sera pour la 3e, quand le parc sera déjà tellement important que les développeurs feront l'effort, pourront revendre leur application. Aujourd'hui, vouloir revendre des applications avec une résolution supérieure, moins d'un an après la sortie du premier, je pense que c'est trop tôt. Avec des développeurs heureux, Benjamin. Apple l'a annoncé, il y a eu quelques chiffres qui ont été annoncés lors de cette keynote. C'est d'abord le chiffre de 2 milliards. Voilà ce qu'Apple a reversé aux développeurs des milliers... En dollars, oui, 2 milliards de dollars, ça fait déjà pas mal. Aux développeurs des milliers donc, d'applications. Comparé
allez, à la centaine de petites applications qu'on trouve sur Android, principal concurrent sur les tablettes aujourd'hui d'Apple. Autre chiffre, juste 2 milliards pour les développeurs, ça veut dire 5 milliards pour Apple quand même. Voilà, oui, bien sûr, oui, mais c'est des développeurs heureux. Je ne me trompe pas, Lionel. Hein. Ils prennent 30%. Non, oui, 30% pour Apple. Voilà. Donc 30% et 70% pour les développeurs. Il y a 1 milliard pour Apple. Voilà, c'est sympa. Et d'ailleurs, les revenus de l'iPad, 9 milliards et demi, pratiquement 10 milliards de dollars. Voilà ce que l'iPad aujourd'hui, en 9 mois, a rapporté à Apple. C'est un chiffre considérable. Ils en ont vendu 15 millions en 2010. Là aussi, en 9 mois, c'est un des principaux chiffres à avoir été annoncés lors de cette conférence. Voilà, et on parle déjà de 40 millions d'iPad 2 qui seraient vendus en 2011. Alors, vous l'avez peut-être pas encore bien vu parce qu'il a été montré mardi soir, heure française, donc ça fait à peine quelques heures. Alors, on va vous le représenter, en tout cas dans le détail, cet iPad 2. On va prendre les points les uns après les autres, en commençant par ce qui était peut-être l'une des caractéristiques les plus attendues, cette fameuse webcam, ou cette capacité au moins à faire des photos avec. C'est ce qui avait le plus presque choqué quand l'iPad 1 avait été présenté, c'est cette absence de webcam. On va dire que Apple corrige le tir, rattrape le coup. Est-ce que les capteurs qui sont embarqués dans l'iPad 2 sont à la hauteur de ce qu'on va trouver chez la concurrence? Je pense à la Zoom de Motorola, à l'Optimus Pad de LG qui arrive courant du mois de mars, Lionel. Je pense vraiment que le premier iPad était un bébé aveugle et Apple lui avait enfin donné la vue. L'iPad sans webcam, c'était un produit qui était castré d'une bonne partie de son potentiel. Maintenant, pour la qualité des caméras, elle est suffisante. Apple a prouvé avec l'iPhone qu'ils arrivaient à mettre des caméras ou des appareils photo avec des définitions très inférieures à la concurrence sans que ça n'empêche les gens de l'acheter. Aujourd'hui, la course aux millions de pixels ne sert qu'à une chose, obtenir des photos de meilleure qualité en plein jour. Dès qu'on est à l'intérieur, vouloir rajouter des points sur une image, tout ce que ça fait, c'est rajouter des points mouchetés. Donc, une caméra aujourd'hui, on en a besoin, surtout sur l'iPad, pour faire de la visioconférence. Ça ne sert à rien de vouloir plus de points que ceux que le réseau est capable de faire passer. Sinon, tout ce qu'on obtient, c'est une image dont la qualité va être réduite pour ensuite passer par le réseau. Sauf que quand on voit que l'iPad, maintenant, avec donc une version d'iMovie pour la tablette tactile, permet de faire du montage, on peut aussi maintenant envisager l'iPad 2 comme un produit qui permet de filmer et de monter dans la foulée directement, voire même d'uploader, d'envoyer sur YouTube, Vimeo ou même CNN iReport, hein, j'ai découvert ça, ces vidéos. Yann, l'iPad 2 en tant qu'outil de production vidéo, c'est une réalité? Alors pour la captation, je sais pas, moi je me vois mal faire des vidéos avec un iPad, mais je trouve que pour la partie montage, voilà, tout ce qui est post-production, je trouve que c'est assez fantastique d'amener ça sur un objet qu'on peut utiliser n'importe où, facile d'utilisation. Je trouve que c'est vraiment une révolution. En termes de définition des capteurs, on sait ce qu'on a là avec l'iPad 2 ou pas encore? Moi, j'ai rien vu de tel. Il me semble pas. Ça n'a pas été précisé en tout cas. Ça n'a pas été précisé. C'est très certainement la même chose que sur l'iPhone. Ça doit être une caméra à l'arrière de 5 millions de pixels et probablement un peu moins sur l'avant parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Maintenant, vouloir réellement utiliser l'iPad comme un outil de montage, oui, pour le grand public. Moi, si j'en confie à un pro et que je lui demande de monter quelque chose de sérieux, il risque de me l'envoyer à travers la figure. Ah oui, mais moi je me souviens quand on avait l'iPad 1 à Pierrec à San Francisco le 27 janvier 2010, je me souviens dans cette grande salle où on les touchait pour la première fois, je m'étais retrouvé à côté d'un confrère qui était spécialiste dans la vidéo apparemment, et qui dès ce moment-là, il me l'avait dit, il rêvait qu'un Final Cut Lite ou qu'un iMovie arrive un jour sur une tablette pour pouvoir monter du bout du doigt. Et c'est exactement ce qu'Apple a montré avec la version iMovie pour iPad. Oui, mais le vrai fantasme là, c'est pas tellement l'iPad, c'est l'iPad en tant que tablette, en tant qu'interface tactile, pour pouvoir manipuler les fichiers du bout du doigt. Maintenant, vouloir faire des montages sérieux avec le processeur d'un iPad, aussi puissant qu'il soit, ça reste très illusoire. Et ne pas avoir le moindre raccourci clavier, ne serait-ce que pour copier et coller, pour faire un montage, c'est quelque chose qui manquerait beaucoup. Mais en même temps, c'est le symbole de la mobilité, l'iPad.
et c'est peut-être l'outil idéal pour justement faire un montage, alors, pas digne d'un Final Cut sur une grosse station de montage, mais au moins dans des conditions un petit peu de reportage ou un petit peu de baroude. C'est un outil qui aujourd'hui n'existe pas vraiment. Yann? Oui, effectivement, jusque-là, il fallait prendre, c'est ça, un portable avec Final Cut. Et là, on arrive vraiment à une solution plus compacte. Moi, je le vois aussi, je suis plus près de la musique et du son, avec GarageBand aussi. Et ils ont annoncé là, qu'on pourrait faire enregistrer en multipiste sur 8 pistes. Je trouve que c'est un chouette outil pour les musiciens qui sont en répétition ou sur la route, qui veulent... On va peut-être sinon rappeler, Benjamin, effectivement, il y a eu ces annonces sur les 2 applications majeures qui vont arriver sur l'iPad, mais on va peut-être rappeler un petit peu, aussi donner quelques nouvelles, à quoi va ressembler cet iPad. Certains se demandaient est-ce qu'il n'y en aurait pas un iPad un peu plus petit, c'était une des demandes de la part d'une certaine partie de la communauté qui trouvait ça un peu lourd. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un plus grand aussi? On commence à imaginer des tablettes un peu plus grandes, un format un peu plus grand que la 4. Là, on a un produit qui sera plus fin, plus puissant, plus léger. Hein, c'est ce qui a été énoncé. 33% plus fin, on a les chiffres, 8,8 mm d'épaisseur au lieu de 13,4. 2 fois plus rapide, c'est avec un processeur double cœur à l'intérieur. Alors peut-être qu'on peut demander à Lionel, parce que c'est vraiment sa spécialité, c'est la puissance des processeurs, les tests techniques pour savoir si vraiment on y gagne en termes de performance. L'iPad 1, c'était un processeur qu'on appelait A4. Là, on passe sur un processeur qui s'appelle l'A5. On passe d'un simple cœur à un double cœur, si j'ai bien compris. Quand Apple dit 2 fois plus rapide et 9 fois plus rapide en termes d'affichage graphique, est-ce qu'on peut les croire ou qu'est-ce que ça va changer concrètement? Alors, est-ce qu'on peut les croire? Oui, parce qu'en fait, ce sont tout simplement les évolutions qu'ont connues tous les processeurs sur lesquels s'est basé l'A4, les ARM, donc, ou ARM, si tu préfères. Et donc, les cœurs ont été doublés et le nombre d'unités de calcul graphique ont été augmentés. Visiblement, la consommation n'augmente pas, donc ça veut dire que la finesse de gravure de la puce a été en même temps diminuée. Tout ça, c'est l'évolution naturelle. C'est ce que nous propose NVIDIA depuis quelques mois et d'autres encore. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Apple, ça s'appelle non seulement le progrès, mais le progrès défini par ARM et qu'Apple copie, utilise avec des puces qui sont en plus certainement encore fabriquées par Samsung. Mais je dis, pour le grand public qui va vraiment avoir cette iPad 2 entre les mains, qu'est-ce que ça va changer en termes de confort d'utilisation? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus qu'on ne pouvait pas forcément faire avec l'iPad 1? Alors, qu'est-ce que ça va changer? Essentiellement la réactivité de l'iPad. Lorsqu'on va changer d'application, en utiliser plusieurs en multitâche, oui, ça va changer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'on ne faisait pas avec le 1? J'en ai aucune idée parce que, étant donné que l'iPad est un environnement fermé, les développeurs utilisent la puissance qu'ils ont. Donc tous les logiciels qu'on a pour l'iPad aujourd'hui fonctionnent très bien dans un environnement avec un processeur, celui du premier iPad. Maintenant, en revanche, leur liberté de développement va pouvoir augmenter grâce à la puissance additionnelle. Donc on aura probablement des logiciels qui vont pouvoir faire plus de choses, plus vite, et surtout avec plus d'effets graphiques. Mais on ne pourra pas réellement comparer la puissance d'un iPad et de l'autre en prenant un seul logiciel, parce que par définition, les logiciels sont faits pour fonctionner d'une manière à ce qu'un logiciel ait toujours la même rapidité. Or, on n'avait pas de vrai logiciel créatif sur l'iPad, ce qui est nouveau maintenant, on les a avec GarageBand au Final Cut. Et donc, on pourra comparer réellement la puissance des 2 iPads sur ces logiciels-là en fonction de ce qu'on pourra faire. Sur GarageBand, en augmentant le nombre de pistes, ou sur le logiciel vidéo ou de montage, en voyant combien de temps on va mettre à les traiter. Quand l'iPad était sorti, beaucoup de gens l'avaient comparé à un iPhone géant ou un iPod Touch géant. Or, il manquait quand même dans l'iPad certaines caractéristiques qu'ont depuis quelques mois les iPhones et les iPod Touch, notamment ce fameux gyroscope. Alors là aussi, qu'est-ce que le gyroscope dans l'iPad va apporter de plus, Yann? Je pense que c'est vraiment ça, axé pour les joueurs et les jeux. C'est pour Pierrick. Le même niveau... je sais pas comment dire, mais d'ergonomie et les possibilités de jeu qu'on a sur l'iPhone en manipulant les jeux très idiots seront plus précis. Les jeux où il faut couper des fruits, par exemple, etc., qui marchent très très fort. Voilà, enfin, on a l'impression que l'iPad rattrape juste en fait un retard qu'il avait sur des produits plus petits comme l'iPhone 4. Lionel?
L'iPhone 4 est un peu plus récent que le premier iPad, donc c'était une évolution. Mais l'iPad doit se rapprocher de l'interface iPhone et iPod Touch, puisque les développements logiciels, Apple doit tout faire pour que ces développements soient communs, de manière à ce que les développeurs puissent proposer un logiciel avec les mêmes fonctions sur toutes les plateformes, parce que ça leur coûte moins cher à eux, donc ils gagnent plus d'argent, donc Apple gagne plus d'argent. Et il faut impérativement qu'il y ait une concordance de puissance. D'ailleurs, on pourra même en parler un petit peu si tu veux. C'est que l'iPad tel qu'on l'a découvert aujourd'hui, ça va être l'iPhone dans quelques mois. Le processeur A5 sera le même, les évolutions seront exactement les mêmes, mais l'iPhone apportera encore 2-3 choses de plus. Pas grand-chose en fait, puisqu'on va déjà savoir que l'iPad, c'est l'autre truc qui était assez intéressant, c'est qu'il va fonctionner sur les deux réseaux, les GSM et les CDMA. Peut-être que je t'ai grillé autre chose après. Non, je voulais qu'on en parle justement. Mais il y aura un modèle spécifique pour le CDMA, donc qui est l'iPad, non. L'iPad doit fonctionner sur les deux, il me semble. Alors, moi, j'ai compris que Verizon aurait son propre modèle. Moi, j'ai pas compris ça. Ah, alors, il faut bien que vous sachiez que la conférence vient de se terminer. On n'a pas tout le détail Moi, ça devait être le moment où j'étais en train de croquer dans mon sandwich rillette et j'avoue que là, j'avais peut-être qu'on peut au moins juste déjà réexpliquer le contexte. Il y a plusieurs technologies pour la téléphonie. Il y a le GSM et il y en a une autre, notamment chez Verizon aux États-Unis. Voilà, il y en a une autre qu'on trouve essentiellement chez Verizon aux États-Unis et pas mal en Chine aussi. Qui s'appelle le CDMA et qui n'est pas compatible avec le GSM. Ce ne sont pas les mêmes bandes de fréquences et donc il faut des émetteurs radio différents. Il existe maintenant des puces qui sont compatibles avec les deux. La seule chose, et je n'avais pas encore les détails quand je suis venu sur l'iPad, c'est que je ne sais pas s'il a un emplacement de carte SIM ou pas, mais en gros, le fonctionnement du GSM, c'est avec une carte SIM, alors que le CDMA, c'était une programmation de l'appareil. Mais bon, Apple avait posé des bases là-dessus pour se passer également de la carte SIM, c'est-à-dire de faire une carte SIM intégrée programmable dans les appareils. Donc, je pense que à très court terme, de toute façon, il y aura une fusion des deux, parce que pour Apple, ça coûte plus cher de fabriquer des modèles spécifiques différents plutôt que d'en fabriquer un seul. Et ce sera pareil pour l'iPhone. Très rapidement, il y aura un seul iPhone pour tous les réseaux. Alors, on va en venir à des détails très concrets et qui intéressent tous ceux qui veulent peut-être s'offrir un iPad 2. Les prix et la disponibilité. Les prix, il n'y a vraiment rien qui change pour le coup. Et la dispo, elle est très C'est le très 25 rapide, mars voilà. en France, le 11 aux États-Unis, donc quasiment demain. Et déjà, on précommande. La conférence n'était même pas terminée, qu'on pouvait déjà précommander. Alors, on ne peut pas le précommander en France pour l'instant. Oui, mais on pouvait, en tout cas, on le voyait sur les stores d'Apple. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, en tout cas pour la France. Alors, il y a quelques caractéristiques qui arrivent sur cette tablette d'Apple, à laquelle beaucoup reprochent de rester assez fermée. On a vu arriver une technologie sur les nouveaux portables Apple qui s'appelle Thunderbolt, qui est une technologie de transfert d'entrée-sortie ultra rapide. On a cru qu'elle allait débarquer sur l'iPad et c'est pas le cas, Lionel ou Yann. Je sais pas, est-ce qu'il y en a vraiment l'utilité? C'est quand même une technologie qui s'adresse plutôt pour des utilisations avec des débits très importants, donc plutôt des usages professionnels. Et en même temps, c'est une technologie entre guillemets universelle. On peut brancher à peu près n'importe quoi sur du Thunderbolt. Le seul intérêt qu'on aurait eu à le voir débarquer sur l'iPad, ça aurait été de faire sauter ce goulet d'étranglement d'iTunes et de l'USB, de pouvoir synchroniser vite. Maintenant, à part ça, vouloir intégrer cette technologie dans l'iPad, ça aurait probablement grévé l'autonomie de 30 à 40%. Le Thunderbolt consomme beaucoup, c'est du PCI Express, c'est une norme qui nécessite beaucoup d'énergie pour aller aussi vite, qui n'est même pas rajoutée, il aurait fallu la rajouter sur la carte, sur le processeur, ça aurait coûté une fortune à Apple, pour un intérêt qui aurait été extrêmement minime. La seule chose qui manquait vraiment, c'était la sortie HDMI, ils l'ont mise sans avoir besoin de mettre ce protocole. Alors, ils l'ont mise, pareil, j'ai cru voir une sorte d'adaptateur qu'on branche sur le connecteur 30 broches et qui se dédouble en fait, c'est ça. Absolument, mais bon, ça c'est typique d'Apple. S'ils peuvent nous prendre $30 ou $40 de plus avec un adaptateur, ils vont nous en vendre 4. Donc pourquoi mettre une prise alors qu'on peut vendre un adaptateur? Est-ce qu'ils ont passé beaucoup de temps quand même, effectivement, sur la présentation d'un certain nombre d'accessoires? Moi, il y en a un que j'ai trouvé très sympathique, là, c'est Smart Cover. C'est une housse, quoi. Une espèce de housse avec des magnétique. des aimants magnétiques et qui a l'avantage de ne pas augmenter
comment dire, l'épaisseur de l'iPad. Je trouvais que l'idée était à creuser, l'idée était bonne. Apple s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait un énorme potentiel dans les accessoires. À un moment, ils l'ont laissé aux autres, et puis ils se sont dit qu'il n'y avait pas de raison, comme pour les Apple Store. Et en plus, ils nettoient l'écran. Oui, non mais je fais pas le ménage à la maison aussi. Non mais je me méfie beaucoup. Si on laisse Steve Jobs continuer, un jour on aura un chewing-gum qui recharge les batteries, donc. Pourquoi pas. Bon, et puis, il y avait quand même une nouvelle importante pour tous ceux qui ont un appareil mobile de la marque à la pomme. C'est l'arrivée d'une nouvelle version de iOS, donc le système d'exploitation. Donc le 11 mars. Voilà, donc dans 8 jours. Hein. La version 4.3. Qu'est-ce que vous avez retenu de nouveau dans cette version ? Est-ce qu'il faut être impatient de faire la mise à jour ? Yann ? Alors j'ai vu, maintenant il y a la compatibilité. Bien près du micro, Yann, parce que il y a la compatibilité avec le partage iTunes, c'est-à-dire qu'on accède, si j'ai bien compris, depuis son iPad à toute sa bibliothèque iTunes si on a un Mac et inversement. Moi je trouvais ça intéressant. Il y a aussi le Personal Hotspot, donc la possibilité avec son iPhone de partager la connexion 3G via le Wi-Fi justement avec son iPad. C'est-à-dire, pour être très clair, j'ai un iPhone avec un abonnement 3G. Ouais. Ça me permet de distribuer la connexion 3G sur le Wi-Fi, et donc si j'ai un iPad Wi-Fi, d'utiliser la connexion 3G de l'iPhone. C'est aujourd'hui ce pourquoi on paye, Lionel. Alors, moi, je suis chez Orange, je sais que j'ai pas voulu utiliser de moyens, on va dire, à moitié illégaux, mais si on veut le faire de manière légale, ça nous coûte de l'argent aujourd'hui, ça. Oui, on peut le faire actuellement avec un iPhone. Seul problème, c'est qu'on ne peut partager la connexion Internet que par Bluetooth ou par câble, et que ça n'était pas compatible avec l'iPad. Apple voulait pousser le modèle 3G et éviter de se fâcher avec les opérateurs. D'ailleurs, ce nouveau tethering, c'est un truc qu'on demandait depuis des années. Et globalement, tout ce qui arrive et tout ce qui a été annoncé dans iOS 4.3, ce sont des choses qui manquaient et dont on se plaignait et qu'on réclamait à corps et à cri depuis un moment. Qu'est-ce que c'est énervant quand il y a un livre d'un seul coup de voir, parce qu'on bouge un peu, que l'orientation de l'écran a aussi changé, ça on pourra le bloquer effectivement avec un simple bouton, ça, tout bêtement. C'est une fonction qu'Apple avait supprimée entre deux mises à jour d'iOS qui était indispensable. Et voilà, Steve Jobs est le grand messie puisqu'il annonce qu'elle revient. Non, mais cette fonction qui permet quand même de partager un accès 3G qu'on a sur son téléphone, c'est quand même une grosse avancée, parce que on a tous galéré pour se connecter avec un iPad, et en se disant mais c'est quand même vraiment c'est trop bête, j'ai la 3G sur mon téléphone et je peux pas me connecter avec mon iPad. Il y avait MyWi qui était un logiciel qu'on pouvait installer via Cydia moyennant une $20, je crois, qui a eu un énorme succès. Ça veut dire qu'on va pouvoir le faire entre guillemets gratuitement, désormais ? Gratuitement, non, puisqu'il faudra un abonnement spécifique, mais on va pouvoir le faire sans avoir à jailbreaker le téléphone. Et à mon avis, c'est pour ça qu'Apple a fini par le proposer, c'est que ça devenait tellement systématique que ça justifiait rien que ça justifiait le jailbreak du téléphone. Et ensuite, une fois que les gens l'avaient jailbreaké, ils pouvaient faire beaucoup d'autres choses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé et qui, de toute façon, ne plaisaient pas à Apple. Le jailbreak, on va rappeler, c'est le fait de... Allez, on change un petit peu le logiciel interne de l'iPhone ou de l'iPad pour pouvoir installer d'autres logiciels que ceux qui sont sur l'App Store. Pour résumer, ce qui est le résumé qui a été fait à la fin de la conférence, l'iPad 2, c'est plus rapide, plus léger, plus fin, 2 appareils photo, un gyroscope, l'iOS 4.3, si je ne dis pas de bêtises. Donc le 11 mars, FaceTime et effectivement la visioconférence, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis les 2 applis proposées, iMovie et GarageBand, qui ont visiblement pas mal plu, surtout pour GarageBand à Yann. Plus en général. Voilà. Alors 2 applis payantes, elles ne seront pas cadeaux. C'est 4,99€, GarageBand 4,99$, j'ai vu pour GarageBand, on pourra faire de la batterie, du piano tactile et même de l'orgue, Benjamin. Fantastique. Bon, Apple, pour aussi les offrir, c'était un peu la philosophie d'Apple, c'était Le don n'est jamais gratuit. Oui, mais quand même, il y avait une tradition de fournir avec ses produits des logiciels de création. Bon, voilà, c'est une tradition qui est en train de disparaître. Ils étaient généreux dans la pauvreté. Ouais. Et Benjamin, on va dire quand même que
l'une des grandes surprises de cette keynote, c'est la présence sur scène de Steve Jobs, évidemment. On a tous remarqué qu'il était là. Et il était là, évidemment, pas uniquement pour présenter un nouveau produit, Yann. Il y avait un message dans cette intervention mais aussi. Je pense que c'est un peu pour couper court à tout ce qu'on a pu dire sur lui ces dernières semaines. Juste, quelle impression vous avez eue en le voyant pendant cette conférence? Est-ce que vous avez plutôt été rassuré? Est-ce que ça vous a inquiété davantage? Inquiété davantage, c'est difficile par rapport à ce qu'on avait pu voir par le passé, mais bon, il a prouvé qu'il était en forme, qu'il était vivant, ce dont certains doutaient encore, et surtout que ce qu'il avait annoncé, qu'il resterait derrière en embuscade, prêt à être disponible si Apple avait besoin de lui, était vrai. Et ça, plus que pour rassurer les fans, c'était surtout là pour rassurer les actionnaires. Un Steve Jobs très combatif, moi c'est l'impression que ça m'a donné, quand il dit la concurrence est retournée à la planche à dessin pour essayer de faire aussi bien que nous. Bon, il a balancé quelques pics, Android, on disait, on a pris pour ses ailes. Bref, il y en a eu un petit peu pour tout le monde. C'est drôle parce que tu sais, il a dit 2010 a été l'année de l'iPad. Et l'invitation pour cette conférence promettait de nous dire ce qu'allait être 2011. Et il a expliqué que 2011 serait l'année de la copie de l'iPad. Des imitateurs, il dénonçait les imitateurs, ceux qui ont, selon lui, copié effectivement l'iPad. Moi, je voudrais juste, Benjamin, et ça sera pour moi mon dernier mot, c'est un tweet que j'ai vu de nos amis d'iCreate, qui m'a fait sourire. Une preuve que Alexandre, le système Olivier, de santé... Nicolas. Une preuve que le système de santé américain est évil et mauvais. Steve Jobs a été contraint de revenir travailler. Moi, je trouve ça assez rigolo. C'est gentil, c'est drôle. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Qui va en commander de vous deux un iPad 2? Lionel, il y a une tradition à tout essayer, tout acheter? Tout acheter, non, c'est terminé cette tradition parce qu'Apple sort trop de produits et que j'adhère pas forcément à tous. L'iPad 2, j'irai l'essayer, mais non, je ne l'achèterai pas. J'en suis déjà revenu de l'iPad et il ne correspond pas à mes usages. J'espère qu'il corresponde à l'usage de millions de personnes, mais pas au mien. Moi, je n'ai pas eu d'iPad pour l'instant, donc peut-être que je vais me laisser tenter. Bon, nous, on n'a pas les moyens. Donc le problème, il est réglé. Moi, je me contenterai de mon iPad et de prendre des photos avec mon téléphone. Voilà, merci à tous les deux d'être venus si tard, parce qu'il est quand même presque 23h. Ici à Paris. Ça nous rappelle des trucs, Benjamin, 23h. C'est vrai, c'est notre heure. Merci de votre fidélité à Génération Technologique, une émission que vous allez donc retrouver sur Technologique, sur Dailymotion, sur YouTube, sur Vimeo. Merci à Hans qui va passer la nuit à monter l'émission pour que... Au boulot, Hans. Merci à Jean-Claude. La voir dès demain matin. Merci à Jean-Claude qui nous accueille chez lui, ici, rue Mouffetard. Et à très bientôt à tous.